On tourne dessus. C'est un bon début, ça. Le podcast Brise-Glace. C'est là que j'apprends ça. T'apprends ça? Oui, c'est deux jeunes hommes. Pas si jeunes que ça, mais dis-moi qu'ils font un podcast. Et puis, le concept, c'est qu'ils disent que c'est sur un brise-glace. Et puis, ils apprennent à naviguer au travers des parcours de leurs invités. Ah, ben, nous autres, on navigue. Ils sont un peu à sketch aussi. Tu sais, dans le sens qu'ils font des personnages, ils costument, s'habillent un peu. Ça ressemble, t'es pas obligé de mettre ça dans le podcast. C'est là que je chasse, faut que tu choisisses un chapeau sale. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont porté celui-là. Ah, lui, il y a moins de monde. Ça, c'est Ricard qui a mis celui-là, le noir, si tu veux. Ça fait... Porn. C'est ça que j'allais dire. Ça fait... Cruising bar. Ah, ouais. OK, je pense que je peux aller avec ça de côté. Oh, man, Oh, yeah. Ça fait... T'es-tu libre à soir? C'était nuit. Anyways. Fais-tu du... J'aurais peur. Viendrais-tu me sacrer une claque sur les fesses? Ouais, puis de toi, j'aurais peur. Avec un fouet, des straps et une boule rouge dans la gueule. Ouais. Pat Savard! Allô? T'es complètement épeurant avec ça, man. T'es pas sûr? Ah, ouais. T'as-tu mieux que je mette un peu de côté? Ah, ouais. C'est-tu moins pire d'un peu de côté? J'adore. As-tu mis ton bord ou l'autre bord? Ben, tu pourrais être le gars qui est sur notre bateau. Tu sais, nous autres, des fois, on donne des rôles au monde. Le Gab, il est pas là aujourd'hui, mais mettons, il y en a qui c'est le timonier. Tu sais, le timonier, c'est lui qui guide le bateau quand on est trop sous. Qui est dans la timonerie. Oui. Quand les capitaines sont. C'est plus le timonier qui fait gros de la job, tu sais. Mais là, avec ça, c'est l'air du gars qui pèle le charbon. Tu sais lequel, le timonier le plus populaire que moi j'ai dans ma tête quand tu parles de timonier? Vas-y. C'est dans Astérix et Obélix. Le bateau de pirate. Le timonier, ça a été très, très caricatural d'un homme noir, mais il criait tout le temps les gogos, les gogos, les gogos, les Gaulois, les Gaulois! Puis là, il finissait toujours par se faire caler. Puis c'est le dernier je sais pas si j'ai la bonne référence, mais il me semble que c'était ça. OK. Mais man, Astérix, là. Ouais. Manque à ma culture. OK. Toutes les BD de même, là, ben, je lisais, mais je lisais, il est pas bonne. Mais le gars dans Garfield. Tu lisais Garfield? T'as chié, Garfield. Non, c'était bon. Je lisais Garfield aussi. C'est pas Garfield, là. Hey, niveau humour, là, c'est à se gonner. Ouais, mais à l'âge que j'avais, j'étais correct. OK. T'as lu ça à l'âge adulte? Il me dérange un peu de côté. Hein? Il me dérange un peu de côté. Pour un adulte qui tripe sur Garfield, là, ouais. Check tes affaires. OK. Bienvenue à Deux Capitaines, un podcast. Ça va tanguer. Je pense que le podcast va tanguer. Ouais, mais la timonerie, pour finir, c'est toujours celui dans Astérix Obélix, quand il faisait défoncer le bateau ou le dracard, c'est le dernier à couler. À couler. Parce qu'il est en haut. Parce qu'il est en haut. Bon. Ouais. Ben, le timonier, tu voulais tutoyer un timonier? Un timonier. Il me semble que ça fait quelqu'un qui manque un bras. Un timonier. Mais c'est facile. Non, c'est pas ça. Pat, je te suis, je fais ma gueule. Bienvenue à Deux Capitaines, un podcast. Cette semaine, Gab est pas là. Des fois, Gab, il manque. Il est où, Gab? Gab, là, il est débarqué au fort. OK. Puis là, il me laisse seul dans le bateau. Tu l'as envoyé faire une tâche particulière ou... J'allais envoyer laver la vitre. De l'aquarium? Ouais, l'aquarium. Une des vitres qu'il y a quelque part. Puis, non, c'est ça, mais Gab, il est pas là cette semaine. Ouais. Fait que, quand il est pas là, ben, c'est moi qui gouverne le bateau. Puis là, c'est lui le pilote du bateau, normalement. Ben, on est deux. OK. Tout seul, des fois, c'est rushant. Il y a des épisodes que j'aurais aimé ça qu'il soit là. Vous échangez la proue. Ouais. Parce que des fois, je me fais intimider. Là, il faudra embarquer dans le podcast parce que je suis à court de mots de bateau. On est dans le podcast. OK. Ben... Tu savais que j'avais un bateau? J'ai appris à naviguer. Pas facile. Tu savais que je veux venir te voir plus cet été d'abord? Oui. Je l'ai même pas sorti de mon bateau l'année passée. Trop occupé partout dans les festivals. Mais je suis pas riche, c'est un petit bateau. Un petit bateau. 20 pieds. OK. Il n'y a pas de timonerie là-dessus. Nous autres, on veut faire des podcasts cet été sur des bateaux, genre. Oui. On veut tourner sur des invite. bateaux. Parfait, on va vous invite. OK. Ça va se faire sur la rivière Rideau. C'est où ça? Ottawa. Oh boy. Marche-tu? Ouais. Tu veux-tu que je descende tout le fleuve? Je vais aller vous chercher. Au vieux port de Montréal avec mon fait pied. Je
pas si tu le sais, mais faire du bateau avec un bateau de 20 pieds sur le fleuve Saint-Laurent, c'est pareil comme aller faire du surf à Maeva Surf à Laval. C'est très... il y a beaucoup de grosses vagues. Ouais, j'ai piloté, je sais pas, navigué un voilier. Il était long en Christ, c'était un 2 mâts. Ben, deux voiles, là. Ouais. Puis je pilotais ça. Moi, de même, c'était cool sur le fleuve. Avec le moteur ou avec le vent? T'as pas le choix avec le moteur là, au Ouais. début, là, parce que pour le fleuve, si le fleuve, c'est je pense, ça dépend t'es où, mais c'est long avant qu'il soit creux. Là. Je pense que c'est un autre game de piloter vraiment un voilier. T'sais, à voile, là, avec le vent, seulement avec le vent, c'est tout un métier, je pense. C'est ma tante qui avait ça. Puis là, je pense qu'il voulait vraiment m'apprendre à faire du voilier. Là. Elle me disait, je vais te passer des livres. Puis tout. Puis il voulait vraiment que j'apprenne tout ça. Mais fuck, c'est compliqué, man. Tellement d'affaires à apprendre. Je suis comme, j'ai pas le temps. Juste les nœuds. Ouais. Juste les nœuds. C'est une les semaine nœuds. d'ouvrage. Il y en a juste un qui est essentiel. C'est lequel? Le dernier nœud. Le dernier, il se nomme le dernier? Le nœud coulant. Ouais, t'as le nœud coulant. Ouais, Moi, je comprends son humour de merde. Ouais. C'est juste des jokes de. Mais c'est ça, ça va être l'enfer. Ouais. On va C'est voir parfait. c'est parce que, mais dans le contexte, avec Steven, tantôt, on faisait le Soundcheck Podcast. Oui, on a tourné Soundcheck Podcast dans ton studio, en fait, dans vos locaux, puis j'ai adoré l'expérience. Ouais. Je vais revenir en tournée d'eau. J'espère que ça va être cool, man. Puis on n'est pas à notre première Michelob Ultra. Non. Fait que ça va peut-être transparaître. Oui. Mais inquiète-toi pas, j'ai eu des questions sur toi. C'est ta Tout à fait. cafetière. OK. On va pas juste de... De voilier? Il y a quoi de drôle? Si je te fasse rire... OK. J'ai appris récemment, là, ça, j'ai l'air vraiment con. OK? Que le titre d'un nombril, Oui. je pensais que c'était un nœud. Qui faisait un nœud dans le... Ouais. Je pensais que OK. c'était comme les docteurs, ils faisaient des nœuds de ballon Mhm. dans ton nombril. Ça a l'air que je suis vraiment en capable de penser ça. Puis comme moi, je pensais que c'était ça parce que je me dis, il n'y a pas personne qui a un nœud pareil. Fait que je me dis, ça dépend, le gars, comment il fait sa balloune. As-tu déjà vu des nombrils très creux avec pas de nœud? Tu dis la balloune en virée de bord ou c'est quoi? Ben, moi, mon nombril, il est creux. Moi, j'ai eu un gars qui était bon. Puis là, je voyais, des fois, il y en a qui ont le nombril sorti. Puis j'étais comme, pas un bon docteur qui a fait ça. C'est pas Quelqu'un ne connaissait pas ses nœuds. Ouais. Je pensais qu'on pouvait te défaire ton nœud de ballon. Ça, c'est de quoi qui me faisait peur. Okay. J'aime pas me faire toucher le nombril à cause de ça. C'est désagréable, cette sensation-là. Hein? Ouais, mais c'est la peur de l'ouverture. T'en as-tu mal au cœur, toi? Un nombril? Faire jouer dans le nombril? Le moins possible. Non? Je sais pas le moins possible, ça me donne mal au cœur, mais le moins possible, me faire jouer dans le nombril. T'sais? Ben oui, à moins que si tu Là, tout le monde va penser que j'ai un fétichisme de nombril. Ouais, ou je fouille des nombrils les et shots de vodka. je les sens. Ouais. Un petit nombril sale, là. Petit shot de vodka. Il y en a qui s'enlèvent les côtes pour s'auto-sucer. Toi, ce serait pour siphonner mon nombril. Tu me dis que c'était un podcast sérieux? Bon! Ah! Hey, imagine-tu Patreon? Tabarnak! Hey, Steven! Les étoiles salées. Boost Cruise. Ouais. Hey, hey, on a fait un Boost Cruise, un épisode qu'on fait juste essayer de se torcher, genre. C'est quoi un boost cruise? Ah, là. Ah, un booze cruise. Ouais. OK, vous êtes sur le bateau, sur le podcast chaud. Ouais. OK. Puis à date, à date, ça part plus Boost Cruise que Boost Cruise. OK. Anyway. OK. Steven, cette année... Non, mais... OK. OK. On est sérieux. On est sérieux. Tu comprends? On est sérieux. Ouais. OK. Oh, boy. Cette année, les étoiles se sont alignées, oui. Et qui t'ont permis d'amener ton bateau vers de meilleurs horizons. Fait que les affaires vont bien pour toi, Steven. Je suis fier de toi. Les affaires vont très bien, merci. Merci. Ouais. C'est pas sans difficulté et sans échec. Tu sais, je mets beaucoup d'heures là-dessus, puis il arrive des fois où est-ce que je me remets en question, que j'ai envie d'abandonner, que je me demande pourquoi je le fais. En fait, je sais pourquoi je le fais, mais je me demande toujours qu'est-ce qui me fait continuer à faire autant de sacrifices pour un travail. Tu sais? Puis souvent, je me pose la question, puis c'est sérieux. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Tu ne peux pas les compter en humour. Et comment je pourrais dire ça? Tu es toujours aussi bon que ton dernier show. Fait que, si ton dernier show n'a pas bien été, tu vas peut-être être en questionnement
cette semaine-là un peu plus que les autres. Mais ça va bien. Ça va bien malgré certains faux pas, je veux dire ça comme ça, parce qu'on apprend le métier sur le tas. Je suis allé à l'École nationale de l'humour en cours du soir, mais j'ai refusé d'y aller sur le programme à temps plein, ce qui fait que des fois, il manque peut-être certains outils que j'apprends au fur et à mesure. Puis ça, ben ça ralentit une progression, mais encore là, j'ai une belle progression constante, puis les gens semblent aimer ce que je fais. Je suis content, je suis vraiment fier, plein de reconnaissance, parce qu'il y a des gens à ce niveau-ci de ma carrière qui m'ont donné des opportunités que je n'aurais pas eues sans avoir un 10 ans dans le business, parce que ça semble être comme une dizaine d'années dans le business semble pas mal faire émerger les humoristes qui ont mis du sérieux et qui ont travaillé à temps plein là-dedans. Moi, dans mon cas, ça fait tout près de 5 ans que je suis là-dedans à temps plein, moins une pandémie. Puis là, je vais expliquer comment qu'on compte les années en humour. Moi, je te raconte que la première fois que j'ai monté sur scène, ça a été en mars 2019, en anglais. Donc, j'ai un bon parcours en humour. Je n'ai pas un long parcours, mais c'est un parcours où est-ce que j'ai investi beaucoup d'heures de travail et j'ai beaucoup de temps de scène d'accumuler. Donc, ça me donne quand même beaucoup d'expérience. Moi, je veux dire ça comme ça. Non, ben c'est ça. Il t'arrive à un stade aussi qu'il faut que tu ailles, peu importe les années que tu as, une année, ça te prend quelqu'un qui te pull up aussi un peu, tu sais. Puis là, justement, avec Mathieu Cyr, puis c'est toute la tournée là, que vous avez faite. Là. Il y a quelques mois, j'ai signé un contrat de gérance avec Ashley Jade Lucier, qui est aussi la gérante de son amoureux Mathieu Cyr et Olivier Martineau dans la tournée avant la fin du monde, que je fais les premières parties presque partout au Québec parce que PB Rivard en fait encore quelques-uns. Et je suis privilégié d'avoir cette opportunité-là. L'opportunité s'est présentée avant que je signe en gérance, ce qui fait en sorte que je suis privilégié d'avoir été sélectionné pour faire une première partie. Puis une première partie, pour ceux qui ne savent pas ça, c'est ce qui va dresser la table au spectacle. Tu n'enlèves absolument rien au spectacle, mais tu peux bonifier le spectacle en dressant la table puis en faisant en sorte que les gens sont prêts tout de suite à décoller avec le spectacle plutôt que le spectacle s'installe puis après ça, la magie opère. Mais oui, c'est une opportunité qui me fait vivre ce que je voulais vivre à la base quand je voulais me lancer en humour. Je voulais avoir des salles de diffuseurs pleines de gens qui consomment de l'humour. Pour avoir vraiment l'heure juste sur ce que mon humour vaut. Exactement. C'est quoi l'efficacité comique? Puis c'est quoi je laisse comme empreinte chez les abonnés des diffuseurs ou les gens qui ont acheté des billets. Donc, je suis content de savoir que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je suis quelqu'un qui est grand public et je pense que je suis quelqu'un qui peut plaire à plusieurs groupes d'âge et plusieurs groupes de personnes qui consomment différents styles d'humour. Puis avant, tu penses qu'ils sont venus à découvrir? En fait, c'est Olivier Martineau qui a initié tout ça parce que Olivier avait une soirée à Laval, à la Taverne Laval, et je suis allé 3 fois sur cette soirée-là. Et une fois, donc, j'ai fait mon numéro a cappella parce que le système de son, on n'entendait rien. OK? C'était vraiment de la marde. Aujourd'hui, la business a fait faillite parce que Olivier m'avait donné sa soirée et dans la transition, ils ont décidé de déclarer faillite. Mais j'avais joué a cappella là et j'avais joué dans des conditions, puis cette salle-là c'était vaste, c'était bruyant, écoute, la scène était en hauteur en arrière du bar. T'as donné une idée. C'était juste terrible de jouer comme sur une balustrade où est-ce que le son était épouvantable parce que le système de son avait été calibré pour faire du son genre du DJ ou de la musique très, très forte. Donc, pour le stand-up, c'était pas adéquat, mais Olivier m'avait vu performer et la gang de la Taverne de Laval m'avait adoré. Même, c'est eux qui m'ont sélectionné pour devenir le prochain animateur. Et à cause de ça, à un moment donné, PB était malade pour une première partie. C'était mes premières parties au collège Marcelin Champagnat à Laval. Et après ça, le lendemain, on était à Cowansville. Et Olivier a dit à Ashley, appelle Steven Bilodeau.
il va se déplacer dans le cours de laps de temps que vous avez. Puis, n'aie pas peur, il peut jouer dans n'importe quelle condition. Ce gars-là, je l'ai vu jouer à Taverne Laval, puis il m'a impressionné. Il a été beaucoup, beaucoup aimé. Donc, essaye ce gars-là. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu ma première opportunité. Je ne sais pas si tu le sais, comme j'en avais fait des premières parties. J'avais fait plusieurs humoristes. J'avais fait Mario Tessier, François Massicotte. J'avais fait J'en ai fait plusieurs. Je ne me souviens pas de tous. Alexandre Bisaillon, entre autres. Ouais, quand même, j'essaierais de toutes les nommer. Je ne serais pas capable de toutes les nommer, mais c'est la première fois que je me retrouvais devant une salle de 750 personnes, pleine au bouchon, qui voulaient voir Mathieu Cyr, Olivier Martineau. Donc, il y avait faim. Donc, c'était très impressionnant. Il a fallu que je m'adapte au type de salle aussi, parce que les gars m'avaient préparé que le son ne revient pas nécessairement très bien sur les rires. Donc, il va falloir que tu trouves ton propre rythme par rapport. Puis, chaque salle de spectacle chez les diffuseurs, il y a toujours un défi de ça, de créer un rythme, mais avec le retour, les rires, et chaque salle, est, dans le fond, nécessite une adaptation. Puis, j'ai super bien rentré. Donc, le lendemain, à Cowansville, c'était encore meilleur parce que j'étais plus à l'aise. Donc, oui, c'est une opportunité en or de me faire découvrir du public, de deux humoristes qui sont pas mon public. Par contre, c'est un public qui peut vraiment s'apparenter à mon public que j'ai présentement. Donc, pour moi, c'était un coup de circuit de faire la première partie de ce spectacle-là qui va très, très bien. Puis, s'il y en a qui sont intéressés à aller acheter des billets, c'est avant la fin du monde.com. Et puis, aller voir plein de spectacles partout au Québec. Et pour surfer sur ceux qui m'ont donné une chance de percer puis de me faire connaître, parce que tu le sais, Pat, je suis davantage en headline partout au Québec que dans le circuit des bars à Montréal pour roder mon matériel, mais c'est Mélanie Couture. Mélanie Couture m'a donné la chance d'être sur sa carte au Festival Juste pour rire l'été passé, et le Journal de Montréal m'a encensé en disant que j'étais probablement le favori de la foule. Puis il y avait Alphée Gagné aussi qui avait très bien fait, qui a été mentionné sur cet article de journal-là du Journal de Montréal. Et on m'avait dit que c'était rare que le Journal de Montréal faisait des articles pour des spectacles comme celui-là, surtout pour des spectacles de festivals extérieurs. Fait que ça m'a motivé à continuer à travailler, parce que là, je réalisais que OK, je détiens quelque chose, mais il faut que je continue à travailler fort pour améliorer mes textes, pour développer, pas mon personnage de scène, mais développer mon aisance sur scène. Pour être en mesure que tous mes textes soient comme qu'il y ait un flow dans mes textes. Genre, tu veux dire qu'il y ait, mettons, entre les bits, qu'il y ait vraiment un courant, puis mettons, un fil pas littéraire, mais qu'il y ait une continuité. Ouais, une continuité, exactement, pour que ça sonne comme de la musique aux oreilles des gens. Et puis, c'est sûr qu'encore aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis encore en développement, mais la chance de me développer au travers des scènes aussi grandes que ceux-là, je ne peux pas faire autrement que de remercier le bon Dieu, même si j'ai une croix dans le cou et je ne suis pas trop pratiquant. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je suis plein de gratitude pour ceux qui me donnent une chance de me faire valoir. Puis c'est à moi, quand la porte est ouverte, de rentrer dedans puis de performer. Puis so far, je pense que j'ai frappé des bons coups, mais le meilleur est à venir. C'est une preuve qu'il faut être présent. Puis, tu sais, mettons, quand quelqu'un te propose « Hey, veux-tu remplacer à telle place? Ouais, t'es-tu libre là? » Tu dis oui. Puis qu'à un moment donné, ça paye de faire ça. Tu sais, comme « Hey, j'ai un choke, peux-tu venir remplacer? » Oui. Et tu y vas. Puis à un moment donné, le monde s'en rappelle aussi. C'est un gars fiable, c'est un gars qui va se présenter. Puis en plus, si tu livres, that's it, si tu livres, ça va être très payant. Mais si tu livres pas Ça arrive. Ça arrive. Si tu livres pas la marchandise, là, c'est plus difficile pour te faire réengager. Puis souvent, pas que les gens vont te mettre de côté, mais ils vont continuer à te regarder aller jusqu'à temps qu'ils pensent que tu es prêt à faire une gig ou un autre. Des fois, ça, c'est... Il y a des shows, man, là, que des fois, tu sais, mettons, le show, la salle n'est pas, mettons, optimale pour l'humour, tu sais. Ouais. Puis des fois, tu fais une gig, puis toi, tu rentres pas bien. Puis après ça, t'es comme fuck. Le monde va se penser que ils vont-tu être conscients que c'est pas la faute du public, mais que c'est l'environnement qui est
qui est pas adéquat, optimal, ou ils vont penser que c'est moi qui est pas bon. Tu ne pas être capable de carry ça. T'sais. Mais je pense que je pense pas que ça soit toujours de la faute de l'artiste. Je pense qu'il y a des circonstances qui sont pas favorables au stand-up. Exemple, une salle où est-ce qu'il ferait clair comme ici, ben c'est pas favorable pour provoquer le rire, du moins, tu n'offres pas l'inhibition nécessaire pour pouvoir rire d'une joke de pète. T'sais. Donc, oui, il y a des circonstances qui font que tu peux rentrer moins fort. Ou si le spectacle, exemple, ça fait 2h30 qu'on est là, puis le headline n'est pas encore passé, là. Ça se peut que le monde ait plus de jus, puis plus d'intérêt, puis c'est pas une question que c'est l'artiste le problème, là. Le spectacle a été trop long. Donc, il y a plein d'impondérants comme ça qui fait que ça peut influencer une performance, comme de commencer un spectacle. Tout le monde essaie de commencer un spectacle. C'est plus difficile à faire rire les gens. Puis ça n'a pas rapport avec le fait que tu es moins drôle parce que tu es au début du spectacle. Non, c'est juste parce que le contexte n'est pas encore installé. Les gens ne sont pas encore réchauffés. Puis des fois, certaines salles avec l'alcool, ça peut aider certaines personnes à dégêner un petit peu. Oui, ou donc, ça vire. Ou t'as juste bombé. Et ça fait partie de l'apprentissage de se planter une fois de temps en temps. Je te donne un exemple du gang show. Le gang show, c'est pas une place où c'est que tu peux te présenter comme humoriste de la relève. Donc, si tu t'en vas là avec une anecdote en partant, puis tu rentres tout de suite dans ton anecdote, il y a peut-être des portes que tu aurais dû fermer avant de commencer à rentrer dans ton anecdote, puis c'est de te présenter. T'es qui, toi? Parce que les gens vont se demander, c'est qui cette personne-là qui s'adresse à moi, tu sais? Et ça ne bandera pas nécessairement ta proposition. Donc, des fois, c'est des choix aussi de numéros ou de comment tu vas rentrer dans le temps qui t'est alloué pour faire du stand-up qui va faire la différence. Des fois, c'est pas grand-chose. Puis, à part ça... Je te sens penser, là. Hein? Je te sens penser. Non, je pense que ça me fait penser à d'autres affaires de show, mais ça va, là. On en parlera tantôt. À part de ça, tu as tout ça qui va bien pour toi. Ouais. Tu as les gags juste pour rire. Oui. Ben Gagnon, qui est un des réalisateurs des gags juste pour rire, m'a permis de faire mes premiers pas comme comédien, comme acteur, sans que j'aie une formation d'acteur ou de comédien. Là, la seule formation que j'ai, c'est celle que j'ai prise au travers des cours du soir de l'École nationale de l'humour. Mais j'avais fait de l'improvisation, puis je pense que j'avais un casting qui était différent des autres. Donc, Ben a pris une chance de m'amener faire des tournages avec les gags juste pour rire. J'ai adoré l'expérience. Ça m'a démontré qu'il fallait que je continue à faire du développement professionnel, que j'aille prendre des cours de jeu, que j'améliore mon jeu pour être capable d'offrir à ces réalisateurs-là, à ces producteurs-là, quelqu'un capable de faire plus de choses sur commande. Parce que là, je me faisais beaucoup coacher sur le plateau de tournage, mais je tourne avec des acteurs, des comédiens qui, eux, ont toute la formation. Puis des fois, peut-être que... c'est moi, je me suis pas fait dire ça, là, mais je pense peut-être que si tu n'as pas à coacher l'acteur parce que tu veux, exemple, tel genre d'émotion, si moi, tu as à me corriger, ça se peut que ça soit quelque chose qui soit dérangeant pour le réalisateur. Donc, moi, de mon côté, j'ai un travail à faire, aller chercher des cours de jeu, justement, pour offrir le meilleur à ceux qui vont m'embaucher dans le futur. Mais j'ai adoré ça. C'est une expérience unique que tout le monde connaît à travers le globe. Oui, c'est international. C'est un concept international. Ça a été vendu dans plus que 180 pays, si je ne me trompe pas. Denis Levasseur, sa face, tout le monde la connaît. Et de rencontrer, d'aller vers c'est des petites équipes. Hein. C'est pas gros, les gags juste pour rire. C'était très petit. Et juste à les regarder, j'apprenais énormément. Et j'ai appris comment se tournaient les gags juste pour rire, qui était à la fois intéressant, mais décevant d'apprendre que des fois, en fin de journée, si les gens n'avaient pas signé, parce que c'est ça le défi. Des fois, tu peux avoir un super bon gag, la réaction est extraordinaire, mais il faut que la personne signe pour qu'elle ait l'autorisation, que les images soient autorisées à être vendues et présentées à la télévision. Et si on arrive à la fin de la journée de tournage puis on est pressé dans le temps, ça se peut qu'on plante un petit gag. Ça se peut qu'on demande à quelqu'un de jouer le jeu. Puis c'est souvent quelqu'un qu'on va avoir piégé. As-tu le droit de dire ça, là? Je ne verrais pas pourquoi j'aurais...
Non, c'est pas toujours truqué. Et souvent, c'est à demi-truqué. Puis c'est ça que j'explique. Si on a pris quelqu'un, et puis à un moment donné, dans le tournage, j'ai réalisé que, hey, je le connais, ce gars-là, c'est Denis Levasseur. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, OK, bon, est-ce que tu veux quand même compléter le gag? Donc, il y en a une partie de filmée. Donc, on continue avec le gag parce que la réaction initiale était extraordinaire. On savait qu'on avait un bijou dans les mains. Donc, on continue à voir si ce gag-là, même s'il est joué, plutôt qu'il est sous forme de la fin est moins prankée, si je pourrais dire ça, bien, il est possible qu'on conserve celui-là pour en arriver à boucler la journée de tournage. Ouais. As-tu des anecdotes, genre, peut-être pas personnellement, mais tu as entendu des affaires comme. Tu sais, parce que tu jouais un tough? J'ai joué un vidangeur pour la Ville de Montréal. Et j'ai joué aussi un biker. Celui-là a fait peur. C'est ça. Vraiment, celui-là a fait vraiment peur. Des anecdotes à rapport à... deux crises de panique. Ou des semi-crises de panique. À toi, ça, ou eux? Non, il y avait peur de nous. Nice. On était 3 à jouer les motards. Et puis, la scène se déroulait, on était sur une table de pique-nique et on faisait semblant de consommer et d'être en état d'ébriété. Et un policier joué par Denis Levasseur fait une interception d'un véhicule sur le bord de la route à proximité de la table de pique-nique, fait sortir la personne de son véhicule. À des fins de sécurité, tu l'amènes sur le trottoir, puis Denis est en conversation avec cette personne-là pour l'interception, puis nous, on fait du bruit. Alors, Denis est policier, il nous regarde, puis il dit « Les gars, c'est assez. OK? Arrêtez, fermez votre gueule. » Puis à un moment donné, je pense que on les entend pas, mais c'était le « ferme ta gueule ». Donc, c'est pour aller provoquer, susciter de l'émotion chez la personne qui va être prankée. Nous autres, on réagit qu'on est fantasme, on s'en va vers Denis pour faire de l'intimidation. Et puis, je vais raconter qu'on l'a adouci plus tard, mais basically, ce qui arrive, c'est que Denis nous remet les clés de la voiture de la personne, comme pour acheter la paix. Mais c'est-tu... OK, mais la personne qui se fait interpeller, genre, elle se fait pranker, là. C'est elle qui... Oui, exactement. C'est elle que les clés de son véhicule sont données à nous, qui sont des pseudo-motards. Okay. Et là, nous autres, on est contents d'avoir une voiture. Puis la réaction, ben, vous allez probablement les voir. Si on est chanceux, si ça a été vendu, si ça a été gardé, ben, en début d'année ou du moins dans l'année de 2024. Ouais. Donc, ça a été un personnage, pour moi, marquant dans le sens que j'ai essayé de mettre toute la gomme avec la personne en charge des costumes. J'ai fait des tatous dans le cou. Tu sais, je ressemblais vraiment à un motard. Et je le jouais comme si c'était mon personnage. Mais à un moment donné, quand on a réalisé à quel point ce personnage-là faisait peur, ben on m'a mis un chapeau de fête sur la tête. On essayait d'adoucir le personnage. On l'a relayé au 3e rang, au 2e rang, dans le sens que... C'était moi en avant. J'étais pas le lead, exactement. Donc, il y a quelqu'un qui a dû prendre le lead et moi, j'ai davantage été un suiveux parce que là, je ressemblais trop à chef des motards puis probablement trop menaçant de par ma grandeur, ma grosseur, puis peut-être... ma voix, mon expression, tu sais, j'ai fait 20 ans d'armée, des lignes d'expression, de colère, j'en ai dans le front d'étampé, tu comprends? Donc, on l'a adouci jusqu'à dire, à un moment donné, je disais, mais là, monsieur le policier, s'il vous plaît, là, tu sais, c'est sa fête à lui. Tu sais, je parlais comme ça, là. Ah, OK, même si on n'entend pas, il y a quand même des échanges qui se font. On essaye de minimiser les échanges par du act-out, mais il arrive qu'on est obligé de communiquer quand même. Puis les voix sont coupées au montage. Mais il y a une communication qui est faite. Puis cette communication-là, on devait l'adoucir pour être capable de ne pas gérer des situations de crise à chaque fois qu'on avait un pranké, là. Je suis devenu un problème pour le réalisateur des gags juste pour rire. Tu comprends? Ça arrive, il essaie d'avoir une shot de la personne qui rit, mais elle fait juste pleurer. Une autre fois, je te raconte, je fais un tournage sur les boueurs, entre autres. Puis l'autre, je pense que c'était un gars de la construction que j'avais fait un contremaître. Anyways, les boueurs, mon travail, c'est de ramasser les vidanges sur le bord du chemin. Et on arrive avec le camion de poubelle, je débarque, je ramasse les vidanges, je mets ça dans le camion à vidange. Puis juste à côté, tu as un rite. Tu as une cérémonie funéraire, OK, qui est là. Denis fait le curé et il y a des couronnes mortuaires, il y a l'urne qui est là, les fleurs et 2 acteurs qui
prennent la personne prankée pour la cérémonie, comme pour les supporter de façon émotionnelle. Puis moi, je ramasse les poubelles, mais après ça, je ramasse tout ce qui est équipement de cérémonie, incluant l'urne, puis je crisse ça dans le camion de vidange. Je comprends? Ouais. Et là, la réaction s'ensuit. Mais j'ai eu une réaction plus grande que ça. C'est une madame qui a passé, puis on tournait dans la cour des neiges. Une madame qui passe, puis elle dit, toi, là, elle dit, on devrait te couper la tête. Tabarnak! Ouais. Elle menace comme ça. Elle dit, we should cut your head off. Fait que là, je dis à madame, c'est un prank, c'est des gags juste pour. Elle dit non, des cérémonies comme ça se fait pas à l'extérieur. J'ai dit, madame, vous comprenez pas, c'est une joke. Elle dit encore, on devrait te couper la tête, toi. Fait que moi, à mon deuxième tournage des gags juste pour rire, je me fais menacer de me faire... Elle avait pas peur de toi, hein? Non. Non, elle avait pas peur de moi. Puis, tu sais, c'est la petite madame, là, un peu... ceux qui se souviennent de Madame Magou, dans le temps, ou Monsieur Magou, c'était une petite madame avec... tu sais, à l'époque, ils mettaient comme des... c'est quand ils mouillaient. C'était comme des Madame bolchevique? Pour protéger la pluie, puis ça t'attachait là, puis c'était comme en plastique, là. OK. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui ont le portrait. Je suis capable d'imaginer... mais une robe à fleurs avec sa sacoche de même, là, tu sais, qu'elle porte la sacoche de même, puis une sacoche... C'est caricatural, ben. Avec quel âge, à peu près? On est au-delà de 60 ans. 60 ans magané? T'as pas... Ouais, t'as pas si magané que ça. Non. Okay. Non, t'as plus magané après que je l'ai frappé, mais ouais. Évidemment. C'est pas vrai, OK? Pas vrai. Je sais qu'il y en a qui attendent. Pour mon PTSD, hey. Snap! Ici, là, ils s'en disent des affaires, mon Steven. Tabarnak. Moi, ça a l'air que je suis un nazi. Ah oui? Ouais, c'est ça. C'est le gag récurrent. À cause de... Je sais pas. Tes yeux bleus et tes cheveux blancs. Mais t'as encore un projet de barbe, hein? Ah, ben, j'essaie, mon gars. Ouais. Ben, tu sais que moi, je n'avais pas quand je suis rentré dans l'armée, mais à force de me raser à tous les jours, puis des fois 2 fois par jour, ça va vite. Hey, c'est pas vrai, ça. Non? Ben non, ça, c'est une légende urbaine, ça. Ça fait rase-toi tous les jours, ça va pousser. Ouais. Et non. Non? Ça fait combien d'années j'ai ça, là? Déjà, là, ça fait quoi, 3 ans qu'on se connaît? Mais je t'ai jamais vu raser. Ah, tu veux pas non plus? Mais c'est le saut. Tu veux pas l'essayer? Ben oui, j'ai déjà tout rasé. Sinon, il transplante. Ben ça la barbe. Ah non, j'irai pas à la même place que toi, là, en plus. Là, ça va du beau tes cheveux. Là. Merci. Alors, merci. Là, c'est beau. Ouais, pour tes fans, ils le savent pas, mais j'ai fait une greffe de cheveux. 4200 greffons. Ça a été un succès. Aujourd'hui, je bande plus fort. Tu bandes plus fort? Je bande plus fort. J'ai plus confiance en moi. Ah, ouais. Ben, ouais, mais c'est... Mais je bandais fort quand même avant. Oui. Ben, quand tu me l'avais montré... Tu m'as dit même malaise dans mon podcast. Non, mais c'est parce que quand tu m'avais montré ta queue, maintenant... J'ai montré ça comment? Ah, quand tu pensais que j'avais pas 18. Quand t'étais sur ton bateau, là, sur ton bateau, ouais. Là, je t'atterrais en hélicoptère. Ouais, exact, d'armée. T'es-tu tanné que le monde te parle de l'armée, maintenant? Pas en tout. Écoute, ça fait partie de ma vie pendant 20 ans. Ouais, je sais bien. Je peux pas me débarrasser de ça. Ça a forgé qui je suis aujourd'hui. Ouais. Moi, je vais intervenir, par exemple. Là, je trouve qu'on a une culture qui est maladroite par rapport à ça. Hein? Au Québec, surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse par rapport à tout ce qui est armé, tout ce qui est militaire. Puis j'aimerais ça que le monde te pose des questions plus intelligentes puis plus intéressantes par rapport à ton parcours. C'est pas là le temps, mais entendez-le sur le podcast. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, le monde des questions pas intelligentes? C'est comme, c'est le monde font juste le niaiser. C'est intéressant ce qu'il a fait. Puis je vais faire mon têteux, Steven. Là. Merci, Chris. Je pense qu'on te le dit passé, surtout venant du Québec, justement, c'est qu'on a comme justement... Les gens me disent merci, mais c'est pas de façon publique. C'est pas de façon publique. Puis c'est souvent des gens qui ont des proches qui sont dans l'armée. C'est souvent des gens qui sont plus sensibles à la santé mentale, plus sensibles à c'est quoi ça représente. T'sais. Puis encore une fois, je le répète à chaque fois, mais à 20 ans, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ouais. Là, j'avais aucune idée. L'aurais-tu refait, avoir su? Oui. Malgré tout? Oui. Ouais. Oh, oui. OK. J'aurais fait pour plein de raisons. Je voulais devenir un homme. Puis je ne sais pas si le modèle que j'avais eu s'apparentait beaucoup à ça. Donc je trouvais pour moi que c'était une bonne avenue. Donc, je pensais être bâti aussi pour faire ce travail-là. Personne ne pensait ça dans mon entourage. Tout le monde pensait que j'allais revenir en pleurant après 2 semaines aux recrues.
Finalement, après 4 semaines, je suis revenu en pleurant. Non, c'est pas vrai. Mais après 4 semaines, je me suis vraiment questionné qu'est-ce que je fais là? Tu sais, parce que j'étais après vivre des choses qui étaient à l'encontre de mes valeurs. Tu sais, ils voulaient me déconstruire, me briser pour mieux me reconstruire. Pour moi, ça faisait pas de sens. Puis il y avait vraiment un clash de valeurs qui était là. Mais en même temps, je ne comprenais pas, à cet âge-là, la nature de ce travail-là. Tu sais, puis c'est mon erreur. Au centre de recrutement, je voulais tellement avoir un uniforme puis d'avoir un gun dans les mains que j'étais prêt à prendre n'importe quoi, à signer n'importe quoi. Puis c'est rendu là, je me suis dit, si ça ne fait pas mon bonheur, je vais m'en aller. Finalement, c'était fait pour moi. C'était vraiment fait pour moi. Puis au fil des années, j'ai peaufiné mon éducation, j'ai continué à apprendre, je me suis mis beaucoup de muscles sur mon corps parce que dans ma jeunesse, j'ai été victime un peu d'intimidation. Je trouvais au travers de ce service-là l'opportunité aussi de m'entraîner en étant payé, de faire des sports en étant payé. Donc, pour moi, pour mes besoins à moi, c'était vraiment un choix salutaire. Je recommencerai aujourd'hui, par contre. J'allais dire, par contre, je le ferais différemment, mais en même temps, je peux pas dire ça parce que tu le sais pas. Tu le sais pas, puis c'est souvent en réaction avec qu'est-ce qu'on te donne comme ordre, puis qu'est-ce qui t'arrive comme surprise. Donc, ça m'a donné beaucoup dans le sens que aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose de rapide, qui est changeant, je suis beaucoup plus facile de m'adapter aujourd'hui parce que j'ai vécu ça pendant 20 ans. Ouais. Non, je comprends, man. Puis, non, mais Manon, quand tu étais venu faire un podcast chez nous, tu sais, je te l'avais dit, man, moi, je suis comme, j'aurais pas le courage de. Tu sais, mettons qu'il faudrait que je m'embarque, là. Ouais. T'sais, on dirait la Russie envahie, là. Ouais, là, on vit la conscription, ouais, là. On vit Red Down, ouais. Tu sais. Moi, je suis comme les pouces, là. Chop! Comment, par exemple, je sais pas, moi, mon choix serait clair, c'est sûr. Mais comment est-ce que tu penses que tu gérais les émotions que il y a beaucoup d'hommes qui font leur effort au front, puis toi, tu décides de rester... je serais pas bien non plus. C'est ça. C'est qui arrive, c'est ça. J'imagine que ça peut peut-être être même plus difficile de ne pas faire partie de l'effort de guerre, malgré que tu pourrais supporter d'une autre façon. Tu sais, il y aurait beaucoup d'autres tâches qui sont données, autres que celles d'aller combattre. Mais c'est sûr qu'il y a un sentiment... Il doit avoir un sentiment de culpabilité. Oui. Mais c'est qu'il y a une affaire... il y a une affaire, c'est que je pense aussi que depuis longtemps, on n'a pas été confronté à, justement, être obligé d'y aller. Tu sais, c'est vraiment... Ce qui est une bonne chose. Ben oui, fait que tu sais, comme moi, mettons, l'idée de comme y aller par moi-même, c'est non, tu sais, mais mettons, tu me dis ça, surtout en sachant, mettons, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'embarquait pour le... pour la première, la deuxième, le monde s'embarquait pour le LOL. Là. Ouais. Tu sais, c'était comme, aller chercher des médailles, c'est correct. Il y en a qui voulaient manger. Il y en a qui c'était juste la base. Mais là, aujourd'hui, sachant ça, c'est comme, mais je sais pas, le contexte, ils sont après, ils ont brûlé la maison, je sais pas, moi, les parents de ma blonde, ils ont tué mes... les Russes sont là, ils ont tué mes parents, puis peu importe, pas juste les Russes, une autre gang qui arrive, font ça. Peut-être que là, m'avoir le goût de défendre mon pays aussi, là. Ouais. Je parle, mettons, tu me demandes ça là, avec mon petit casque de marin. C'est pour ça qu'on devrait crisser la paix aux hommes et aux femmes qui choisissent ce métier-là. Ouais. On ne l'impose pas comme d'autres pays dans le monde. On devrait au moins lui donner un break d'aller là sans se faire dire qu'il ne devrait pas faire ça, parce que quand tu es jeune puis tu joins cette organisation-là, tu sais pas nécessairement c'est quoi les valeurs avec lesquelles tu vas être confronté. Tu sais pas non plus si à la fin de ta carrière, tu vas être vu comme une bonne ou une mauvaise personne. Ouais. C'est un peu un défi que j'ai comme humoriste, d'aller convaincre les gens que je suis pas un mangeur de bébé. Je suis pas une mauvaise personne. J'étais juste un homme de 20 ans qui cherchait puis qui voulait être quelqu'un, sortir de son petit patelin, de vivre d'aventure, puis je trouvais que les Forces armées canadiennes offraient ça. Et je me suis pas trompé. Ça n'a pas toujours été facile. Mais ça a été pour moi très, très formateur. Puis aujourd'hui, j'ai un œil sur le monde qui est différent. J'aurais pas eu j'aurais pas ces mettons,
cette perception-là du monde. Puis encore là, j'aime ça dire que la perception du monde que j'ai, c'est dans le temps que j'ai servi dans ces endroits-là, parce qu'aujourd'hui, la situation économique, politique sont complètement différentes. Puis ça a évolué. On a passé 15 ans en Afghanistan. Mon temps, je l'ai passé principalement en Afghanistan. La mission, elle a évolué avec le temps. Ça n'a pas toujours été la même chose. T'es-tu déjà senti comme un pion sur un jeu d'échecs? Ou ça arrive souvent ou comme tu t'es vraiment ou souvent comme hey, je suis là de façon humanitaire, tu sais, ou plus je suis là pour l'économie de mon pays. D'aller avec ton armée qui fait partie de l'OTAN, c'est beaucoup plus rassurant sur si tu fais la bonne chose ou pas la bonne chose dans le monde. Tu sais, je vois des mercenaires aujourd'hui aller combattre dans des pays en guerre et ne font pas partie de l'OTAN. Et ça peut être très problématique dans le sens que des fois, des factions ne respecteront pas le traité de la Haye, la Convention de Genève, ce qui fait que les règles de la guerre, ils ne les suivent pas. Et ça peut être très problématique au niveau du support aussi que tu as besoin comme combattant dans des zones de combat. Tu ne l'as pas nécessairement comme mercenaire, ou du moins, ils ne sont pas la même chose que ce qui est offert par ton propre pays au travers de l'organisation pour laquelle tu sers. Moi, j'ai servi en dessous de l'OTAN. Donc, c'est comme une approbation que ce que tu vas faire qui est, à prime abord, pas bien, devient bien parce que on est là dans l'espoir de changer les choses de façon positive pour la population. Ça n'a pas toujours été le cas, puis on voit à quel point la guerre fait des dommages collatéraux. C'est ça qui vient te blesser après. Ouais. Tu sais, c'est... Sur le coup, tu ne réalises pas ça, mais c'est après que tu réalises qu'il va falloir que tu vives avec ce que tu as fait. Si tu regardes tes valeurs qui ne sont pas nécessairement en lien avec tes valeurs. Puis le stand-up, mettons, quand tu vas faire du stand-up après, c'est-tu là, ça devient deep, ce petit podcast-là. C'est bon. Ben, c'est-tu un peu comme pour être en contraste avec ce que tu as fait un peu? Si tu savais à quel point aujourd'hui, j'ai juste besoin de paix. Ouais. Les conflits, je déteste ça. Je déteste ça, même si d'être en conflit vient... Puis, tu sais, les gens qui sont conflictuels vont le savoir. Tu sais, quand tu es en conflit, tu es envahi par le conflit, donc tu sens pas tes mots, tes autres mots, MAUX, là, de ta vie. Donc, tu es focusé sur le conflit. Donc, faut faire attention comme vétéran ou comme militaire de ne pas essayer toujours d'être en conflit parce que c'est une façon de se sauver des fois de signes et symptômes du PTSD, entre autres. C'était quoi ta question à la base? C'était, dans le fond, la voix que tu as pris. Excuse, le mec là. Non, c'est correct, c'est correct. C'est juste moi qui pense à d'autres choses, puis j'essaie de bloquer mes émotions. Donc, OK. Ben, Chris, on change de sujet. Non, continue. Non, je trouve ça important. C'était pour dire, si, mettons, la voix du stand-up. Parce que tantôt, tu parlais des mots, tu parlais des blessures de guerre, des dommages. Tu sais, quand tu repenses à ce que tu as fait, tu sais. Oui, c'est que là, pour faire le parallèle avec les conflits, c'est que quand tu es sur scène, c'est gros. Tu sais, c'est beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions, une grosse charge émotionnelle qui fait que ça fait moins mal, tu sais, que ça faisait mal avant physiquement ou psychologiquement quand tu as des symptômes qui sont plus dominants ou que tu es dans une mauvaise passe. Ben oui, la scène sert d'une certaine façon d'exécuter un pouvoir exutoire de ce qui peut être difficile, mais en même temps, la beauté de la chose, c'est que la scène offre tellement de belles émotions agréables, surtout quand ça va bien, que ça vient compenser. Puis ce buzz-là, des fois, reste pendant 24, 48, 72 heures. Fait que ça vient balancer les journées où est-ce que c'est plus difficile, les journées où est-ce que tu n'as pas de motivation, puis le corps il fait plus mal, puis tu as fait des cauchemars la veille, puis tu n'as pas une nuit de sommeil, dans le fond. Ben, c'est le rush d'adrénaline qui vient te chercher. Là, j'écoutais justement, tantôt, Jared était là, le podcast que tu as fait avec, je pense que c'est dans celui-là que tu parlais de, tu jouais pas mal au hockey. Oui. Tu faisais beaucoup de je me suis toujours garoché à 100% de façon intensive dans tout ce que j'ai entrepris.
est-ce que ça a le rapport avec le fait que je veux toujours m'étourdir? Probablement. Et je l'ai fait souvent au détriment de ma santé. Je suis allé pousser, je suis allé au-delà de mes limites. Puis encore aujourd'hui, comme humoriste, je le fais. Ouais. Tu sais, il y a récemment, il y a 3 semaines, je suis parti à Cuba j'avais besoin de décrocher, j'avais besoin vraiment de prendre une pause. Puis, quand je suis revenu, je pensais que j'étais correct, j'avais suffisamment récupéré, puis j'ai été encore 2 autres semaines à dormir des 10-12 heures. Pourquoi? Parce que là, l'accumulation de tout ça c'était comme déposé, puis là, mon corps avait comme shut it down un peu. Fait que je faisais mes implications, mes responsabilités contractuelles, mais j'en prenais pas plus parce que là, je savais que mon corps avait dépassé sa limite, puis je devais me reconstruire, tu sais. Et dans ma vie, ça a souvent été ça. Souvent poussé à la limite, au-delà de la limite, pour être capable de toujours vivre intensément, puis je l'ai fait dans toutes les sphères de ma vie. C'est vrai, quand tu parles, mettons, en termes de show, là, quand on fait des shows loin, toi, tu pars de Ottawa. Oui. Tu vas faire des shows genre. Et je peux m'en aller en Gaspésie. Ouais. Je suis allé à Yellowknife présenter mon spectacle solo. C'est quoi, t'es-tu revenu? Je suis revenu. Non, ben, pas même. T'as pas fait un aller-retour, là? Non, j'ai profité pour visiter Yellowknife, bien entendu. Mais les allers-retours, tu sais, des fois, t'es comme, fait Ottawa, Sorel, je retourne chez nous. Après ça, demain, ben là, je remonte à Québec. Mais des fois, ce que vous voyez pas, c'est que j'arrête à l'hôtel. Ouais. Souvent, depuis longtemps, je suis à l'hôtel. Tu sais, souvent, le monde me demande pourquoi tu prends pas un appartement à Montréal. Ben, des fois, l'hôtel, ça dépend le nombre de fois que tu y vas par semaine, mais ça peut être moins cher l'hôtel, tu sais, quand tu regardes ça avec le prix des loyers. Mais puis à l'hôtel, tu n'as pas besoin de rien faire. Tu n'as pas besoin de faire ton lit, tu n'as pas besoin de faire... Tu fermes la porte, c'est fini. Des fois, ils te donnent à déjeuner. Des fois, ils donnent à déjeuner. C'est rare à Montréal, par exemple. Ouais. Ben, on remarque, je dis, je sais pas. C'est rare, on me paye un hôtel. Tu loues des hôtels au centre. Tu sais, fraîchement mal payé en tabarnak. Oui, donc, oui, pour plein de raisons, l'humour. Et ce qui est beau, c'est que toutes ces émotions-là, parce que je t'ai déconnecté mes émotions en partie, toutes ces belles émotions-là que je vis m'amènent aussi... Puis je ne sais pas comment ça se fait, mais tu sais, au niveau émotionnel, je m'ouvre davantage, mais ça fait aussi qu'il y a des choses qui étaient moins désensibilisées qui reviennent à la surface. Donc, je dois continuer à faire du travail de psychothérapie parce que j'ai des pensées intrusives qui viennent parce que, émotionnellement, je me suis permis de vivre des belles choses. Donc, mon corps fait, tu vas te permettre de vivre des mauvaises choses aussi. Puis encore aujourd'hui, je traite des morceaux de traumatisme. Ça va toujours faire partie de ma vie, je pense, la psychothérapie, puis de travailler sur moi. Parce que ça ne part pas. Tu sais, on a ça... C'est une maladie que j'ai pour le restant de ma vie. Avec le temps, est-ce que ça s'estompe? Ah oui, ben oui. Même, ouais. Vraiment, aujourd'hui, si je suis capable de faire de la scène, c'est parce que j'ai réussi à désensibiliser puis à canaliser cette énergie-là vers d'autres choses. Mais je pense que les premiers pas, c'est d'aller de tenter de désensibiliser ces symptômes-là pour arriver à être plus équilibré, puis être plus fonctionnel, puis d'avoir de plus en plus d'énergie qui est dépensée à la bonne chose plutôt que de dépenser de l'énergie à ruminer des vieilles affaires ou à dire, tu sais, d'être toujours dans, tu sais, si ça s'avait passé autrement. Mais t'es pas dans le moment présent dans ce temps-là. Donc, c'est toujours de revenir dans le moment présent, de travailler sur soi, puis de swatcher. En fait, la meilleure police de toi, c'est toi-même. D'apprendre à se connaître pour ceux qui se connaissent pas. Moi, je le connais très bien. L'armée m'a permis de dépasser mes limites, mais m'a permis surtout de les voir, sont où mes limites. Donc, je suis capable à un point de dire OK, là j'ai besoin d'une pause. Ouais. Je peux pas dire que je comprends, mais je pense que moi, je pense que je suis quelqu'un qui est très dans ma tête, là. Fait que genre, sur mettons côté, on va dire stand-up, des affaires de même, le surménage, là, avoir besoin d'une pause parce que t'es tout le temps en train de. T'es tout le temps tout seul un peu avec toi-même dans ta tête, genre. Ouais, je comprends le besoin de pause par bout, là. Depuis que je suis en gérance aussi, il y a une pression supplémentaire, tu sais, à apporter de l'eau au moulin puis d'être performant parce que il y a quelqu'un qui a cru en toi, qui a dépensé de l'argent pour te développer ta carrière, mais tu as besoin aussi de faire ton travail
encore mieux que tu le faisais quand ils ont décidé de te prendre. Exactement. Donc, cette pression-là, ça dépense d'énergie dans ta tête parce que constamment, tu veux être en mode production puis faire des bonnes choses qui vont t'amener à la prochaine étape. Fait que je pense que tu n'arrêtes jamais de penser comme humoriste. Tu es dans ton lit et tu dis je devrais faire ce post-là puis je devrais. Ah oui. Ben, justement, ce que j'admire de vous deux, c'est que toute cette énergie-là que vous avez à donner, vous choisissez de la donner d'une façon qui est ouverte puis d'une façon qui est constructive. Depuis le temps que je connais Pat puis de ce que je t'entends parler, Steven, c'est drainant ce que vous faites. Ouais, on grind. On peut dire qu'on grind. Puis l'énergie que vous mettez, à la place que ça soit juste pour vous, c'est quand même du bonheur que vous partagez avec autrui. Oui. Chaque petit projet te nourrit pour t'en aller au prochain projet. Il y a une valeur derrière ça, puis si ce que ça prend après ça, c'est un petit voyage à Cuba, puis 2 semaines à dormir 10 heures, là, moi, je trouve que c'est un bel investissement. Ce qui est rushant, c'est l'énergie que tu mets, puis après ça, c'est comme « fuck, man! » c'est juste un peu des poubelles, finalement. Ça, c'est comme tu le réalises dans tes premiers spectacles, quand tu commences à être engagé pour une gig de 15 minutes ou de 30 minutes. Puis là, tu fais ta gig, puis ça a bien été, mais le lendemain, il y a quoi? Il n'y a rien. Ouais, il y a rien. Tu recommences. Tu recommences parce que c'est ça le travail. Ouais. Mais pour en arriver à être, comment je pourrais dire ça, à comprendre c'est quoi les paramètres d'être un humoriste, il faut que tu aies passé par toutes les étapes. Puis quand tu te rends compte que tu es vraiment content, tu as réussi à faire ton premier show solo, tu as vendu ta salle, tu as sold out, OK, le show est fini. Le lendemain, c'est quoi? C'est d'autres choses. Ouais. Parce que, justement, on est des créateurs de contenu, on est des gens qui veulent se renouveler puis continuer à en offrir au public qui, elle, te suit et attend le prochain. Attend le prochain. Donc, ça n'arrête jamais. Ça prend une grande discipline, mais ça prend aussi un don de soi, quelque part, pour être capable de naviguer en humour au Québec. Parce qu'on a des bons humoristes au Québec, c'est fou. À quel point on a du talent, à quel point on est talentueux, qu'on crée des belles choses, beaucoup de contenu intéressant. Et les podcasts, c'est une autre façon d'extérioriser, de permettre aux gens de suivre notre développement, mais aussi de se faire connaître. Parce que se faire connaître, c'est pas facile. Non, man. Pas facile d'aller chercher les médias de masse pour dire, OK, tout le monde en parle, demain, il y a 2 millions de personnes qui me connaissent. Tu sais? Et ces opportunités-là, ça se présente rarement dans une carrière. En tout cas, du moins, si tu n'atteins pas les plus hauts sommets. Puis la journée que ça arrive, comme je te dis, il faut que tu sois capable de performer puis de bien te vendre, en fait, bien te présenter. Puis au travers de tout ça, tout le monde essaie de faire le maximum qu'il peut. Mais plus j'avance dans ce métier-là, plus je réalise que la collaboration est la clé dans la longévité. Et aussi de ne pas être, comment je pourrais dire ça, de ne pas être avalé par... L'amertume. Oui, l'amertume, la jalousie, de se comparer. Ouais. Et du fait que tu vois tout le monde sur les réseaux sociaux, mettons, parce qu'on suit les autres humoristes, on suit leur parcours, mais de voir toutes leurs belles réalisations, puis quand tu regardes ça, tu te dis, moi aussi, tu sais, puis là, c'est là que tu pognes la motivation d'aller créer à ton tour, puis de sortir toi aussi ce que tu veux offrir comme contenu, tu sais. C'est Dave Godet disait, c'est un suicide mental d'être un humoriste au Québec. Un suicide mental. Parce que c'est pas parce qu'il y en a plusieurs que tu n'as pas ta raison d'être et que tu ne trouveras pas ta propre niche et ton propre public. Peu importe la grosseur. Je pense davantage qu'il faut le faire pour soi que de le faire pour les autres. Et je pense que quand tu as commencé à envisager ça, ton cerveau commence à switcher un petit peu plus. Mais ça ne gérera jamais la quantité de temps que tu vas mettre dans un projet. Tu peux en mettre comme tu veux. Ouais. Jusqu'à temps de tomber par terre. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Steven pour 2024 en ce début d'année? Je souhaite des abonnés parce que le nerf de la guerre, c'est là. Ah non, je pointais les abonnés.
Ah! Les abonnés, ça vous Les abonnés. Abonnez-vous, sérieusement, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un artiste. Même si vous n'êtes pas assidu dans la réponse ou dans la consommation du contenu, allez le faire parce qu'aujourd'hui, c'est au travers des chiffres que les agences nous proposent du travail et qu'on est capable de vendre plus de billets de spectacle parce qu'il est possible que je vous propose un spectacle en 2024, vous n'êtes pas disponible, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'intérêt, puis qu'il y a un intérêt en 2026, mais vous avez commencé à suivre l'artiste 2 ans auparavant, donc on le connaît un peu plus davantage. Puis nous, en plus, avec le temps qu'on fait ça, dans 2 ans, on va être meilleur. On est toujours meilleur. C'est ça. Toujours meilleur que le dernier show. Des billets, allez le voir en 2026, ça va être mieux qu'en 2024. Allez le voir en 2024 pareil, tu sais, c'est encourageant. Mais je suis bon là. Ouais, il est bon, je suis bon là. Je vais être meilleur en 2026. 26 aussi, mais il est bon là pareil. Mais là, je suis abordable encore. Ah, c'est ça, ouais. À moins que tu viennes me voir en première partie du spectacle avant la fin du monde, là, tu vas payer. Tu vas payer ce que tu vas payer quand moi, je vais être rendu à ce niveau-là. Bon. Là, tu as compris, là, des abonnés, là, moi, je veux te voir sur TikTok. Là. Je suis sur TikTok. J'ai 1700, 1800 abonnés. C'est pas normal, t'en as autant que moi, toi. J'en ai-tu autant que toi? Je pense que j'essaye fort, là. Man, ça marche pas. Dernièrement, j'ai dit, OK, je me suis abonné à CapCut. Ça, CapCut? Ouais, je l'ai, ça. Donc là, je me suis dit, OK, à travers de mon cellulaire, je vais monter des petites vidéos humoristiques, mais en même temps qui me placent dans une période de ma journée, tu sais, que les gens peuvent apprendre à me découvrir un peu davantage, mais que ça soit toujours léger et humoristique. Puis je pense que dans la prochaine année, je vais faire confiance à TikTok. De toute façon, il y a beaucoup d'humoristes c'est bénéfique, qui sont... ils l'ont travaillé, on va s'entendre, ils l'ont travaillé, mais quand tu as la constance sur un réseau social comme celui-là, ça peut porter des fruits parce qu'au début, les gens disaient, le monde sur TikTok, c'est des jeunes, ils n'ont pas d'argent, ils ne jetteront pas de billets. C'est faux. Complètement faux. Puis il y a beaucoup d'humoristes de la relève qui sont après le prouver. Là, je le vois que le monde sur TikTok, ils ont de l'argent, là, ils donnent des galaxies, des fraises, là, tu sais, comme les filles, ils disent « ice cream so good », là. Non, j'ai pas vu cette trend-là. Pas ça? Non. Là, moi, je pensais que le monde sur TikTok n'a pas d'argent. Là, ils sont là, puis ils font Chris, attends un peu. Faut que je fasse le. Tu sais quoi je parle, toi? T'as écouté le bye-bye, toi? Moi, j'ai pas écouté. Moi j'aimerais ça qu'il continue, qu'il explique que c'est. Il est bien parti, hein? Non, mais t'as écouté TikTok. Non, mais le monde font des NPC. C'est du monde qui se mettent là. C'est quoi ça veut dire, NPC? OK, c'est comme dans les jeux vidéo. Tu sais, dans les jeux vidéo, il y a du monde, c'est pas du monde. Le computer. NPC, ça veut dire Non-Playable Character, puis ça veut dire que c'est un robot. OK. Ouais, je comprends. J'ai joué à Nintendo dans le temps, puis je jouais contre la manette, donc c'est ça. OK. Mais ils font comme si c'était des robots. Tu sais, t'as écouté le bye-bye? Oui. Mais ils l'ont parodié. Ils ont fait une parodie de ça. Quand Guylaine Tremblay est là, puis elle dit Ice cream so good, miam miam. Je l'ai manqué. Ouais, bon, là, je vais te le refaire. Non, mais OK, le monde sont là, ils se mettent sur la caméra. Oui. Là, je l'ai juste, tu sais, parce que je suis pas au courant du trend, ça a comme passé comme dans du bar pour moi. Faire, moi. OK. Fait que là, elle est là, puis elle dit Ice cream so good. Ice cream so good. Puis là, le monde, sur TikTok, il peut acheter des cornets, des dessins, là. Oui. Puis là, tu shoots ça dans son live. Là, elle, ça apparaît, puis elle fait Ice cream so good. Puis elle fait comme. Puis et tout le monde le sait que s'il reçoit un cornet, il faut qu'il fasse. Ouais, il y en a qui, ice cream so good. Qui trouvent ça cochon, je pense. Mais. Tu peux le mettre cochon comme tu peux le mettre dégueulasse. Ice cream so good. Moi, j'avais essayé de le faire un peu, mais redneck. Tu vois, il faut que je travaille mon jeu. Ouais. Mais ils répètent tout le temps la même affaire, comme si c'était une animation là, dans une vitrine. Là, je sais pas trop quoi. Là. Je te verrais faire ça. Oui. Vous allez me voir à la télé. Détour, là, mais... Vous allez me voir à la télé cette année. Ouais. J'ai pas le droit de dire quelle émission. Les gags. Les gags, si ce que moi j'ai tourné a été monté et vendu, on va le dire comme ça. Mais non, c'est une autre émission, nouvelle émission télé. Télé communautaire ou télé... Non, télé un poste majeur. OK. Un poste majeur. Je peux pas... je peux pas dire. On n'en dit pas plus. Je peux pas rien dire, mais attends, c'est-tu une émission qui existe déjà? Non. OK, c'est une nouvelle émission. OK. Ouais. Et je vais partager, en fait, la date que je participe à cette émission-là. Vous allez voir, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Fait qu'allez vous abonner à ma page Facebook, Steven Bilodeau Humoriste, mon compte Instagram, mon TikTok.
Et pour tous les spectacles, parce que je fais des spectacles solo partout au Québec, stevenbilodeau.com. Et vous allez voir aussi toutes mes premières parties avec Olivier Martineau et Mathieu Cyr pour le spectacle Avant la fin du monde, avantlafindumumonde.com. Parfait. Puis, Pat, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour 2024? Parce que c'est ton premier podcast de 2024. Non, le premier podcast, c'est celui que je vais tourner le jeudi. Clin d'œil, clin d'œil. OK. Peut-être des épisodes ne seront pas en ordre. Ben non. Gab, il n'est pas là, fait que j'ai comme des épisodes... L'épisode d'ouverture de l'année. Oui. Oui, comment qui a été... disons. Ouais. Non, ben oui. Oui, on va me souhaiter... C'est correct, je suis pas déçu d'être pas le premier épisode de l'année. Tu sais, il y en a qui courent après ça, hein, d'avoir le bébé de l'année. Hein? Ça, c'est niaiseux à tabarouette. Pour vrai, c'est du monde, là. Manque d'attention un peu. Je sais pas, il faudrait que je calcule, mais il y a une date dans l'année où c'est que tout le monde essaye de fourrer dans cette date-là, parce que 9 mois plus tard, on va avoir le bébé de l'année. Imagine-tu, tu arrives sur une date, là, Steven, là, tu rencontres une femme, là. Ben, moi, là, j'ai été le premier bébé de l'année, moi. Quelle année? 1967. Ouais. Non, ben, je veux dire, on s'en calisse, là. Mais non, on s'en calisse pas si tu dates une femme de 1967. Comme si moi, je me présentais, puis je disais, salut. Moi, j'étais un bébé de 11 ou 12 livres. J'ai déchiré ma mère. Enchanté. S'en fout de ce que t'as fait quand t'étais un bébé. C'est mon histoire à moi, ça. Ah, toi avec? Oui. Team. Hey, on les a suspendus, hein? 11 livres, 3 quarts. 11 livres, 3 quarts. Ça a été... Hey, pour vrai, nos pères... J'étais pas là. Ça a l'air que ça a été pénible. Ouais. C'est clair que nos pères, là... Mon père, avec grosse graine, il était content. C'est ça qu'on souhaite à Pat pour 2024. Plus de podcasts qui finissent exactement comme ça. Qui finissent avec une joke de graines. On va fendre nos mères. Hey, on va être sur le Patreon, gang. Si vous voulez savoir, peut-être que Steven va nous donner un scoop. Il va nous le dire, qui est à la nouvelle émission de Marc Labrèche. C'est toute une nouvelle émission. C'est vrai, c'est sur Patreon? Là, on va être sur Patreon. OK. Abonnez-vous, puis je le dis. Ah, pour vrai? Oui. Tu le gardes sur Patreon? Ouais, je le sors pas. Promis? Je te jure. OK. C'est ça le marketing. Je les sortirais et Patreon, on ferait pas une scène. Okay. Déjà, on fait pas une scène. Ah, à tantôt.